Alors, on s'intéresse maintenant au mode de preuve. C'est jamais par ça qu'on commence dans un cas pratique, il faut toujours avoir traité d'abord la charge de la preuve et même avant l'objet de la preuve. Objet de la preuve, charge de la preuve et seulement ensuite mode de preuve, c'est-à-dire comment prouver. Une fois que vous avez dit ce qu'il fallait prouver et qui doit le faire, comment? Comment prouver un contrat de prêt? Comment prouver une livraison? Comment prouver que l'on n'a pas un mur? Comment prouver ceci ou cela? Alors, comment prouver? Il y a plusieurs types de preuves. Il y a des preuves qu'on va appeler des preuves parfaites. Les preuves parfaites, ce sont des preuves que la loi estime fiables. Et elle ne donne pas de pouvoir au juge d'appréciation. Elle lui dit « ces preuves sont fiables ». Juge, tu n'as pas de pouvoir. En revanche, une preuve imparfaite, c'est une preuve que la loi n'estime pas suffisamment fiable. D'une manière générale, la loi dit « moi, ça, je peux pas dire qu'un témoignage, c'est tout le temps fiable ». Ça dépend de toi, juge, c'est toi qui apprécies. Donc les preuves parfaites, la loi a fait une liste de preuves parfaites en disant ça, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation. Et pour les autres, elle va dire ça, juge, c'est toi qui vois, au cas par cas. Alors, on va commencer grand 1 par la preuve écrite, qu'on appelle aussi la preuve littérale. Plusieurs catégories de preuves écrites, mais d'abord on va définir la preuve écrite. La preuve écrite, c'est une preuve que l'on sait préconstituer. C'est-à-dire que l'on sait fabriquer à une époque où il n'y avait pas de litige, il n'y avait pas de conflit, mais en vue d'un éventuel litige. Parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Et donc, c'est une preuve qui constate l'événement que l'on cherche à prouver. Si on a conclu une vente, on va constater la vente. Alors, une preuve écrite, article 1365, c'est une suite de chiffres, de lettres, de caractères, de symboles, quel que soit le support. Ça peut être papier ou ça peut être électronique. Maintenant, il y a des formalités à remplir pour que cette preuve puisse être parfaite. On va voir les différents types d'écrits. Il y en a 3 catégories, l'acte authentique, l'acte sous signature privée et la copie. Ils peuvent tous valoir preuve parfaite sous certaines conditions. Sinon, ce sont des preuves imparfaites. Alors l'acte authentique, article 1369, c'est un acte qui va être rédigé par un officier public. L'officier public, c'est souvent le notaire, mais ça peut être aussi l'officier d'état civil, un huissier ou un greffier. Attention, pour que l'acte authentique soit valable, il faut évidemment qu'il soit rédigé par un officier public compétent. Compétent matériellement, c'est-à-dire qu'un officier d'état civil, il ne peut pas rédiger des contrats de vente. D'accord? Lui, il rédige des actes de naissance et des actes de mariage et des actes de décès. À l'inverse, le notaire ne pourra pas faire un acte de naissance. Donc chaque officier public a son domaine de compétence. S'il fait autre chose, c'est pas valable. Mais il faut aussi que ce soit un officier public compétent territorialement, c'est-à-dire que si vous êtes né à Paris, c'est pas l'officier public, l'officier d'état civil de Marseille qui pourra vous rédiger l'acte de naissance, ce ne sera pas valable. Bon. Et puis ensuite, bien sûr, chaque acte a ses propres formalités. Je peux pas vous dire pour qu'un acte authentique soit bien rédigé, il faut, ça dépend. On met pas la même chose dans un acte de naissance, dans un acte de mariage, dans un acte de décès, dans un acte de vente. Et dans un testament. Mais bon, d'une manière générale, les officiers publics savent exactement les mentions qu'ils doivent mentionner, et donc quand vous avez un acte authentique, vous avez une preuve parfaite. Voilà pour l'acte authentique. Maintenant, l'acte sous signature privée. C'est l'acte qui a été rédigé entre personnes privées, article 1367. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'officier public. Vous et moi, vous et la FNAC. Quand on dit personnes privées, c'est les personnes physiques, les particuliers, mais ça peut être aussi les sociétés, les personnes morales de droit public. Bon. De droit privé. Alors, il est évident qu'on doit pouvoir, entre personnes privées, rédiger un acte qui soit une preuve parfaite. Sinon, ce serait un enfer. Il faudrait systématiquement aller chez un notaire quand on a besoin d'une preuve fiable. Quand on commence à acheter un ordinateur à 2000 €, on se dit, voilà, quand même, à ce prix-là, je veux être sûr. S'il fallait aller chez un notaire, ça serait beaucoup de pertes de temps et beaucoup de pertes d'argent. Donc la loi nous dispense de ça. Elle nous dit, il n'y a pas de problème entre personnes privées. Vous pouvez faire une preuve parfaite. Je vais juste exiger quelques formalités. Ces formalités sont mentionnées à l'article 1375 et 1376 selon que l'on est face à un acte synallagmatique ou un acte unilatéral. Si vous voulez constater un acte synallagmatique, c'est un acte dans lequel chaque partie a une obligation. Chaque partie s'oblige à faire quelque chose.
La plupart des contrats que vous connaissez sont synallagmatiques. Dans une vente, une partie paye, une partie livre. Chaque partie s'oblige. Un contrat de travail, une partie travaille, une partie paye le salaire. Chaque partie s'oblige. Un contrat de bail, une partie met la chose à disposition, l'autre partie paye le loyer. Chaque partie s'oblige. Un contrat de prêt, une partie prête, une partie rembourse. Chaque partie s'oblige. Bref, dans un contrat synallagmatique, dans un acte synallagmatique, il y a toujours 2 engagements. Du coup, l'article 1375 exige tout en double. Il faut rédiger 2 exemplaires. Il faut mentionner sur chaque exemplaire fait en double exemplaire. Et il faut que chaque partie signe chaque exemplaire. Tout est en double. On fait 2 exemplaires, on écrit fait en double exemplaire, chaque partie signe chaque exemplaire, chaque partie garde son exemplaire. Comme ça, si c'est moi qui ai un problème, j'ai mon exemplaire avec votre signature et marqué fait en double exemplaire. Si c'est vous qui avez un problème, vous avez votre exemplaire avec ma signature et marqué fait en double exemplaire. C'est une preuve parfaite. Elle est fiable, on s'est mis d'accord avant, il y a une vraie objectivité. Si j'ai signé, c'est que je suis d'accord. Si vous avez signé, c'est que vous êtes d'accord. Vous comprenez, pour le juge, c'est très rassurant. Maintenant, si c'est un acte unilatéral, il n'y a qu'une seule personne qui s'engage. Une reconnaissance de dette. Je reconnais devoir à Marie 10 000 €. Il n'y a que moi qui m'engage. Un contrat de cautionnement. Mon fils a conclu un contrat de bail. Propriétaire. Mon fils, ça c'est un acte synallagmatique, il leur faut 2 exemplaires, etc. Maintenant, le propriétaire exige que je me porte caution si mon fils ne paye pas. Là, c'est moi qui m'engage à l'égard du propriétaire. Je m'engage à payer le loyer de mon fils si jamais il ne paye pas. C'est que moi qui m'oblige. Mon propriétaire s'oblige à rien. Donc là, moi, c'est un engagement unilatéral. Donc, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui s'engage, un seul exemplaire suffit, avec une seule signature, la mienne. En revanche, il faudra que ce soit le propriétaire qui garde, parce que c'est lui qui devra prouver. Donc il faut ma signature, il faut un seul exemplaire, et s'il y a un montant ou une quantité, je m'engage à payer le loyer de mon fils à hauteur de 20 000 €, il faut que j'écrive le montant ou la quantité en chiffres et en lettres. S'il y a bien tout ça, c'est une preuve parfaite. S'il manque un élément, je n'ai pas écrit la mention en lettres, ce ne sera pas une preuve parfaite. On n'a pas fait double exemplaire alors que c'était un acte synallagmatique, il n'y a pas marqué fait en double exemplaire, c'est pas une preuve parfaite. Ok ? On ne vous demande pas grand-chose, faites-le. On va s'intéresser maintenant, petit 3, aux copies. Alors, pendant très longtemps, les copies, c'était juste recopier à la main. Donc c'était tellement source d'erreur, évidemment, que ça n'avait aucune force probante, il n'y avait pas de fiabilité. Maintenant, avec les photocopies laser, avec les copies d'écran, avec les technologies actuelles, il est parfois très difficile, si ce n'est impossible, de faire la différence entre l'original et la photocopie, donc la loi en tient compte. Et aujourd'hui, l'article 1379 nous dit que si la copie est fiable, elle a la même force que l'original. Donc à partir du moment où il n'y a aucune contestation sur la fiabilité, la copie vaut la même chose que l'original. L'original vaut preuve parfaite, la copie vaut preuve parfaite. L'original ne vaut pas preuve parfaite, la copie ne vaut pas preuve parfaite. Maintenant, il peut y avoir un débat sur la fiabilité. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir l'original. Parce que moi, j'amène ma photocopie, vous pouvez me dire, mais attendez, il y a des trucs qui ont été effacés là, il y a des choses qui ne vont pas. Et il faudra peut-être débattre sur la fiabilité, et là, ce sera l'appréciation du juge. Donc c'est toujours mieux de garder l'original, parce que là, on ne va pas débattre sur la fiabilité, alors que si j'amène une copie, vous pouvez débattre sur la fiabilité en disant non, elle n'est pas fiable, il y a un truc qui a été enlevé, etc. Donc mieux vaut toujours avoir l'original, mais si la copie n'est pas contestée, elle vaut la même chose. Voyons maintenant la preuve par témoignage. On parle aussi de preuve testimoniale. La preuve par témoignage ou preuve testimoniale. On trouve cette preuve à l'article 1381 du Code civil. C'est la déclaration d'un tiers à un procès portant sur des faits dont il a eu personnellement connaissance. Alors soit il vient au tribunal et dans ces cas-là, il fait une déclaration sous serment, soit il remplit une attestation et dans ces cas-là, il remplit une attestation sur l'honneur. D'accord ? Bon, on n'a pas le droit de mentir. On vous rappelle bien que pénalement, mentir est sanctionné. Bon. Mais néanmoins,
ça reste une preuve imparfaite. Parce que même si on part du principe qu'il ne ment pas parce qu'il il a attesté sur l'honneur ou il l'a fait sous serment, encore une fois, il a vu, mais a-t-il tout vu? N'a-t-il pas vu les choses sorties du contexte? Se souvient-il bien? Est-ce qu'il n'a pas jugé avec ses émotions? Bref, le témoignage reste une preuve imparfaite. Le juge conserve un pouvoir d'appréciation. Nous allons passer maintenant à la preuve par présomption, qu'on appelle aussi la preuve par indice. C'est l'article 1382 du Code civil. C'est l'hypothèse où le juge va procéder par déduction. Il va partir de faits connus et il va en déduire le fait inconnu. Il faut qu'il y ait plusieurs présomptions, plusieurs indices. On dit qu'elles doivent être graves, précises et concordantes. Et c'est une preuve imparfaite parce que chaque juge apprécie. Pour certains juges, ces présomptions-là, ces indices prouvent. Pour un autre, ça ne prouvera pas. Exemple, je veux prouver l'adultère de mon mari. Je n'ai pas de photo de mon mari en train d'embrasser une autre femme. Donc je ne vais pas réussir à prouver l'adultère lui-même. Mais je peux avoir des indices. Je peux avoir des... Je sais pas, il a du rouge à lèvres sur sa chemise, ou il a un parfum qui n'est pas le mien, il a des factures d'hôtel, il a... Voilà, j'amène ces différents éléments, ce sont des indices, des faits que j'arrive à prouver. Le juge peut en déduire l'adultère de mon mari, il peut. C'est une preuve imparfaite. Voyons maintenant la preuve par aveu. Alors, il y a deux types d'aveux. Mais avant ça, je vais d'abord vous définir ce qu'est l'aveu. L'aveu, c'est la reconnaissance par une partie d'un fait qui lui est défavorable. C'est la reconnaissance par une partie d'un fait qui lui est défavorable. Quand on avoue, c'est quelque chose qui est contre nous. Alors, il y a deux types d'aveux. Oups, je suis revenue en arrière. Il y a l'aveu judiciaire, 1383-2. Là, c'est la déclaration faite en justice par une partie. Devant le juge, elle reconnaît un fait qui lui est défavorable. Là, le juge voit bien les circonstances dans lesquelles vous avez avoué, vous l'avez fait devant lui. Il voit bien que vous n'êtes pas sous pression. C'est une preuve parfaite. Tout simplement parce que si vous avouez, c'est que vous ne contestez plus. Et si vous ne contestez plus, ça n'a plus à être prouvé. Donc c'est une preuve parfaite. En civil, quand on avoue devant le juge, c'est une preuve parfaite. Vous reconnaissez que je vous ai prêté 20 000 €, c'est fini. Le juge l'écrit, paf, terminé, on passe à autre chose. Après, vous avez l'aveu extrajudiciaire. Une partie reconnaît un fait susceptible de lui être défavorable, mais pas devant le juge. Article 1383-1. Là, le juge ne sait pas les circonstances dans lesquelles l'aveu a été obtenu. Peut-être sous pression, peut-être sous violence. Et voilà, il ne connaît pas les circonstances, donc il va pouvoir apprécier cet aveu. Soit il va pouvoir dire qu'il est convaincant, soit pas suffisamment convaincant. Mais c'est une preuve imparfaite, parce que le juge n'a pas la maîtrise des circonstances dans lesquelles cet aveu a été obtenu. Voyons maintenant, grand 5, la preuve par serment, même si évidemment c'est une preuve qui aujourd'hui n'est quasiment plus utilisée. C'est l'affirmation solennelle par une partie d'un fait qui lui est favorable. Je jure qu'elle ne m'a pas prêté, mais qu'elle me l'a donné. Ou au contraire, je jure que je lui ai prêté les 5 000 €. Alors, on ne jure plus, on ne jure pas chez nous sur la Bible, on atteste sur l'honneur. Et attention, si vous êtes sous serment et que vous mentez et qu'on le découvre, par la suite, vous encourez des sanctions pénales. Alors, il y a deux types de serment. Il y a le serment décisoire, article 1385. On l'appelle aussi le serment déféré par une partie à une autre. C'est une partie qui demande à l'autre de jurer. Et là, c'est une preuve parfaite. Parce que cette partie a choisi de mettre son sort entre les mains de son adversaire, et donc elle abandonne son sort à la décision de l'autre. Je dois prouver que vous me devez 5 000 et je n'ai rien. Je vous demande de jurer. Soit vous jurez, vous dites, oui, je jure qu'elle me les a donnés, ces 5 000, et vous gagnez. Soit vous dites, non, je ne vais pas jurer, et vous perdez. C'est une preuve parfaite. C'est moi qui ai décidé de mettre mon sort entre vos mains. Et puis, vous avez le serment déféré par le juge. Article 1386, donc ça, je pense que ça n'existe plus. C'est le juge qui veut compléter effectivement ses preuves et qui demanderait à une partie de jurer. Il y a une partie, allez-y, jurez que vous l'avez vraiment prêté, que vous les avez vraiment prêtés, ces 5 000 €. D'accord ? Si je jure, je ne gagne pas forcément. C'est une preuve imparfaite.
Mais encore une fois, la preuve par serment n'existe quasiment plus. C'est vraiment, une réminiscence de ce qui existait sous l'Ancien Régime, avec l'histoire divine. Dieu te voit, donc si tu mens, il le saura. Donc si tu es sous serment et que tu affirmes quelque chose, on te croit, parce que sinon tu vas brûler en enfer. Voilà, bon, on l'a conservé, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, c'est très très peu utilisé. Je ne connais pas d'arrêt récent qui ait fait référence à un quelconque serment. Mais gardez-le quand même en tête, ça fait partie des listes de modes de preuve du Code civil. Voilà pour les différents modes de preuve.